Et justement, qui voyez-vous maintenant pour le petit jeu, qui voyez-vous en prochain James Bond? Alors, on imagine, voilà, j'ai quelques noms, mais d'abord, vous, qui voyez-vous en prochain James Bond pour Tu remplacer? veux dire, bah, alors, moi je sais que ça plairait à beaucoup de gens, déjà ceux qui m'ont répondu, mais dans la sphère. Si Idriss Elba, évidemment, Ouais, faisait. le cas Idriss Elba, Je pense que ça plairait beaucoup aux bobos, surtout aux bobos qui ont. Peut-être méchant ce que je vais dire, mais ils ont l'air de vouloir se donner bonne conscience, tu vois. Et c'est comme si on disait, tiens, si on mettait un black à la place de James Bond, bah évidemment tout le problème des blacks du monde serait résolu. On avait un peu dit ça à l'époque d'Obama, je me souviens. Un noir à la Maison Blanche arrangerait forcément le destin des noirs, des noirs américains. On a vu le résultat, donc bon, ce serait évidemment, ça ne remet pas en cause les qualités d'acteur d'Idriss Elba, qui est un putain d'acteur, qui est super charismatique et qui a la classe, mais si c'est juste le changement pour le changement, comme dirait notre cher président, non, ça sert à rien, c'est plus de l'esbrouf qu'autre chose. Mais bon, je sais que ça travaille la tête des gens. Je sais que Baz Brosnan a milité pour. Oui, mais c'est toujours marrant que ça vienne des blancs. Il milite un peu pour le sens du vent. Ouais, c'est très commode, tu vois, et en fait, ça, à part l'idée de symbole, bon, tu peux te dire oui, ok, mais dans le fond, qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose, et il y a cette idée de respect dont on parlait avant de faire cette émission, tu vois. Est-ce que Ian Fleming avait l'idée forcément que James Bond devienne noir? Je ne sais pas. Non. Et puis, je pense pas que dans les années 60, il y avait. Ça a été fait avec Felix Leiter aussi. Oui, voilà. Est censé blond, et là, c'est un américain. Willis Penny. Oui, Willis Penny, oui, tout à fait. Bien sûr. Donc ça. Ça traîne. J'ai l'impression que c'est plus une volonté de la part des bobos blancs un peu que des noirs eux-mêmes. Tu vois, les noirs n'ont pas ce genre de revendication parce que je pense que si tu prends une icône qui vient pour le coup de la culture afro-américaine, c'est Shaft. Je pense que si tu mets un blanc à la place de Shaft, les mecs ils pètent un câble, hein, tu vois. Pour eux, ça leur représente. Alors, non pas que tu l'as présenté comme ça, je suis pas sûr qu'on s'approprie James Bond parce qu'il est blanc, donc il nous ressemble que ce soit forcément une icône des blancs. Mais bon, tu vois, il y a cette idée un peu de tradition qui perdure, et est-ce que c'est forcément nécessaire de changer ça? Bon. Pour quelle raison? Si c'est comme tu dis, du gadget, ça va faire plaisir aux bobos, et puis si voilà. C'est pour les bonnes consciences, c'est utile. Ça sert à rien. D'ailleurs, je crois qu'Idriss Elba s'est abandonné la piste maintenant. Oui. Il s'est abandonné la piste. Ce qui est marrant, c'est que lui, de son propre aveu, il s'attendait pas à un tel buzz, et lui, il n'est pas du tout. Mais je te dis, c'est pas une demande des Noirs, ça, tu vois. Surtout qu'on parle maintenant de celui qui a fait 12 Years a Slave. Michael Fassbender. Non, je parlais de Chiwetel. On va en parler de Chiwetel. David Oyelowo, ça m'aurait étonné, ça. Voilà, on parle de lui maintenant, parce qu'il est né en 77, donc 38 ans. Donc le prochain James Bond, il aurait l'âge pour le prochain James Bond. D'accord, ouais. On parle de lui maintenant. Toi, dans l'idée que tu mettes un noir à la place de James Bond, bon. Mais j'ai envie de dire, si tu as vraiment envie de créer, ou que les noirs se sentent fiers et représentés, bah, tu te dis, les mecs, vous n'avez pas besoin des blancs qui parlent en votre nom, tu vois. C'est les mecs, si vous cherchez vraiment une icône, vous vous regroupez autour d'une table, vous écrivez votre petit personnage d'espion noir, et vous le tournez, vous en faites une saga. Et qui sera aussi importante, voire mieux peut-être que les James Bond, on ne sait pas, tu vois. Mais pour moi, c'est du paternalisme, tu vois. C'est les blancs qui voient la situation des noirs et disent, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. Ah tiens, un James Bond noir, ça va forcément les relancer, les trucs comme ça. Bon. C'est pas une demande d'ailleurs. C'est pas une demande. C'est juste un coup marketing. Ouais, et puis ça sent surtout le paternalisme. Moi, ça m'énerve. Il n'y a rien de pire que les gens qui parlent au nom des autres, tu vois, et qui croient savoir ce qui est le mieux pour eux et comment leur situation pourrait changer. Si on prend Idriss Elba, c'est parce que d'une, c'est un putain d'acteur. Voilà. Déjà, parce que c'est un acteur, ouais. Et ce sera peut-être plus le stigmatiser. Bien sûr, parce que parce qu'après, tu dois jouer James Bond, plutôt que de dire voilà, t'es un super acteur, on a envie de changer un peu, vas-y quoi. Et je pense que c'est ça qui est. Je pense que ça le gonfle d'ailleurs, ça commence à le gonfler. Ça le saoule. Ça le saoule. Il a dit entre guillemets que ça le faisait rire à un moment et que maintenant, je viens de passer à autre chose. Je vais faire un petit parallèle qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais qui illustre assez la situation. C'est au moment de l'élection de Miss France de Marine L'Orphelin, qui est quand même l'une des plus belles Miss, si ce n'est la plus belle Miss qu'on ait jamais eue de notre vie, tu vois.
Mais à une époque, tu as eu une association donc, de défense des minorités noires en France qui avait dit qu'il était quand même dommage qu'on ait élu au XXIe siècle, dans une France métissée, une Miss aussi blanche que la neige. Bon, déjà, le mec avait eu sa petite répartie un peu bizarre. Mais surtout, après, pour contrer... qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrer ça? Les mecs, ils ont créé une élection Miss France Black. Tu vois? Là, tu te dis, mais vous n'avez rien compris, les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Tu vois? C'est justement... Et ça venait de blanc. Tu vois. Oui, tout à fait, qui ont répondu, qui ont fait un truc très communautaire d'ailleurs, ouais, bien sûr. contre la vie de la communauté noire. Quoi, bien sûr, et cette initiative venait de blanc. Tout à fait. C'est hallucinant. C'est bien sûr. Mais je trouve qu'il y a une vraie hypocrisie dans le KLBA. Moi, je pense que c'est un des meilleurs acteurs qu'on ait actuellement. Tout à fait. Vraiment. Et, oui. Et je suis plutôt un peu frileux dans le rôle de Bond parce que... Un méchant. Il aurait sa place. Franchement... Moi, même à Félix Leiter, un rôle. Ouais, mais Leiter, c'est toujours le faire valoir. Moi, je dis, tu fais un duel Craig-Elba. Alors là, je peux te dire que tu as le choc des titans pour 10 ans. Félix Leiter, d'ailleurs, certains demandent pourquoi il n'a pas sa série, Félix Leiter. Ça serait un personnage, ce serait intéressant, pourquoi pas, de développer Félix Leiter. Je pense qu'ils veulent garder un peu la spécificité anglaise de James Bond et que d'un coup, si tu pars sur l'idée de faire le héros américain, enfin le mec de la CIA... Et puis Leiter, c'est un gras de papier dans l'idée. C'est pas le mec qui... dans les romans, il est même insignifiant dans le sens qu'il apparaît dans 3-4 romans et... il se fait bouffer la jambe dès le 3e roman, après Moonraker, donc ça, dans Vivre et laisser mourir, il disparaît très vite, Leiter. Ouais. C'est vraiment le cinéma qui a vraiment donné une lettre de noblesse à ce personnage. Après, pour le KLBA, en Bond, je suis un peu frileux, parce que je vois d'autres acteurs avant lui, mais c'est un choix personnel. Mais après, voilà, pour moi, la question de la couleur n'a rien à faire là. Bien sûr, mais malheureusement, elle est posée par des gens pour, comme tu dis, se donner bonne conscience. Ça, c'est un truc qui m'agace. Ouais, et puis faire un coup, quoi. Et puis... D'ailleurs, sur les autres noms, j'ai quelques noms. Alors, j'en trouve certains qui sont pas mal. Certains m'ont été donnés, d'autres... On m'a parlé de Simon Baker. Simon Baker, il pourrait... Pourquoi pas? C'est possible. Moi, je trouve un peu trop Roger Moore, trop à faire attention à sa coupe de cheveux, moi, tu vois. Ah bah il est très Roger Moore. Ça redonnerait le côté très très raffiné dans un sens, mais en même temps on casse un peu parce que c'est sur un blond. Pourquoi pas? Moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Je crois qu'il est australien, Simon Baker, de mémoire. Possible, il me semble aussi. C'est bien possible. Ouais. J'ai entendu parler de Damien Lewis. Oui, alors c'est une rumeur qui est même très persistante. Qui ça? Damien Lewis, c'est le mec de Homeland. Ouais, de Homeland, pardon. D'Entourage, le mec de Homeland. Un roux carrément là. Là on a parlé justement. Là autant y aller. Alors là, c'est changement à 180 degrés. Là, ils en parlent beaucoup, de plus en plus. D'accord. J'ai entendu parler de Jude Law, mais je le trouve un peu vieux et un peu... Non, il le fera pas. Puis un Bond qui perd ses cheveux, c'est triste à dire, mais non. Après, tu me diras le maquillage, magie du maquillage. Oui, bien sûr. Et dommage parce que plus jeune, il a été casté. Il aurait pu. Il a été casté en même temps que George Clooney et que Hugh Jackman d'ailleurs, ils ont été castés tous les trois. Il n'a pas été pris et franchement, j'aurais dit pourquoi pas. Intéressant, Jude Law, ça va être un bon choix. On va parler de Stephen Moyer. Alors Stephen Moyer, True Blood, d'accord. Pourquoi je parle de Stephen Moyer? On m'a même parlé de Eric Northman. Stephen Moyer, parce que True Blood, série connue, c'est à peu près le même parcours qu'un James Bond finalement, qui vient d'une série, c'est pour ça que je cite ce nom. Je trouve ça pas mal, parce qu'il vient d'une série, acteur anglais, et justement tous les James Bond qu'on a connus venaient généralement d'une série. Oui, il y a un lien, il y a un leitmotiv, c'est sûr. Après... Il dégage un truc, c'est vrai, dans True Blood, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend ce même type de charisme qu'on attend d'un James Bond, là, pour le coup. Ensuite, donc là, les 3 derniers cas, je vais les citer. On m'a parlé de Christian Bale. Ouais, mais je crois que trop connoté maintenant, trop franchi, c'est l'occasion de parler, je pense. Et puis alors, pour ceux qui aiment pas le côté... il a quand même fait Batman, il a fait John Connor, là, s'il commence à vampiriser toutes les sagas, lui. Je pense que ça peut pas... De toute façon, ça ne colle pas, je pense, avec le point de vue avec la recherche de James Bond, où c'est justement quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup.
Oui, là, il vient vraiment d'une franchise. C'est trop concurrentiel quoi, par rapport à ce qu'il a fait avant. Non, avec Dark Knight déjà, et puis en plus, il a American Psycho, il a... Ouais, il a trop de rôles marquants. Ce serait drôle, ironique que ce soit Chris. Ce sera pas lui, je pense. Non. Mais c'est drôle parce que, comme on vous avait parlé, il y a un effet de mode au milieu des années 2000 où on prenait un héros, on le entre guillemets rebooté pour dévoiler ses origines et sa part sombre. Et ça vient de Batman Begins, de Nolan. Ce serait marrant que on continue sur cette effet Nolan de mode. est anglais, ça tombe bien. Alors Nolan a dit qu'il ferait pas un James Bond, il aime pas. C'est une saga qu'il aime pas, enfin c'est pas ses goûts à lui. Pourquoi pas, et il avait dit en plus qu'il aimait pas Daniel Craig en tant que James Bond, donc pour le coup définitivement Nolan, je pense que c'est à oublier. Et il n'aime pas les scènes post-prod génériques aussi. Oui. Il a dit qu'on faisait pas ça dans les vrais films. Voilà. Prends ça dans les dents, Marvel. Voilà, petite dédicace à Marvel. Mais c'est drôle que, si Christian Bale, Après, j'entends. Alors moi, j'avais pensé à Jonathan Rhys-Meyer. 77. Il plaît aux dames, mais je le trouve trop minet, tu vois. Il est minet, quoi. T'as l'impression que c'est un peu les mecs comme DiCaprio. Ils auront à 40 ans la même tronche qu'ils avaient à 20 ans, quoi. Donc, bon. Et les deux petits derniers, et là, je pense qu'il y a de quoi discuter. Je pense d'abord à Tom Hardy. Oh, mon chouchou. Tom Hardy, parce que je pense que c'est le chouchou un gros chouchou, quoi. C'est né en 77, et en plus il est dedans, et c'est un anglais. C'est un anglais. C'est super acteur. C'est important quand même que ce soit un anglais, parce que t'as pas la même type de morphologie, tout ça. Enfin, tu sens quand même le flegme. Là, pour le coup, ce sera un James Bond un peu bourrin, je pense. Là, pour le coup, dans la continuité de Daniel Craig. Ouais, mais alors, sans pincette, là, tu vois. Multiplié par 2, parce que... par 36, là, même. Contrairement à Craig, Tom Hardy a fait du free fight. Il a fait du free fight par sa carrière d'acteur. Il a touché à toutes les substances illicites qui existent dès l'âge de 15 ans, donc... Tom Hardy, mais j'adorerais, moi. Et pareil, je trouve que... c'est l'un de mes acteurs préférés du moment, si ce n'est mon acteur préféré. Je pense pas qu'il aurait besoin de ça. Puis il prend des risques, Tom Hardy. C'est quelqu'un qui prend des risques, comme et en même temps, c'est un gros risque. Voilà, et en même temps, je fais mon petit blockbuster, je fais un film plus personnel. Et bon, il a quand même déjà Bane et Mad Max derrière, tu vois. Là, pour le coup, il est parti pour être un peu. Mad Max, parce que ça va être relancé. Il est parti pour être le nouveau Mad Max, donc du coup. Ah bah oui, parce qu'il va être relancé Mad Max, fait tout ça. Bien sûr, donc tu vois. Il va y avoir une trilogie, c'est ça, de Mad Max. Une trilogie. De toute façon, le premier, il a été. T'as été un carton tel, tu vois. Et puis bon, là. Puis surtout qu'il a été un carton, le Mad Max, pour parler de lui vite fait, c'est que comparé aux vieux films des années 80, 90 qui ont été ressortis, c'est le seul qui a fait l'unanimité. Parce que comparé à Jurassic World et à Terminator Genesis, qui ont été de vastes blagues. Alors, Jurassic World a réussi un petit peu à camoufler certaines imperfections, mais alors Terminator Genesis c'était une vaste blague. George Miller a réussi avec Mad Max à mettre tout le monde d'accord. Mais tu vois, je ne crois pas que Tom Hardy, là il est quand même installé au top. Je suis pas sûr qu'il aurait besoin de ça, à mon avis. Non, peut-être qu'il a plus envie de prendre des risques. Ça va pas être le genre de mec à se dire tiens, je vais signer un contrat pour 4 films, je vais faire en plus tout ce que ça implique, les à côté de James Bond qui sont quand même à mon avis très épuisants pour les acteurs, tu vois. Je le vois pas faire ça, pas du tout. Tom Hardy, après, qui est dans The Robot, il est avec DiCaprio, là, il va faire Iñárritu bientôt. C'est lui qui... Non, c'est lui. Il va faire un film où il incarne un double rôle encore. Un double rôle de légende, un mec fait de frères. Prend des risques, et James Bond c'est plutôt confortable, je vais envie de dire. C'est plutôt confortable, Et le dernier, Michael Fassbender. Je l'ai eu aussi. Je l'ai eu. C'est mon chouchou, lui. Ouais. Irlandais, allemand, germano-irlandais. Ouais. 77, il est dans 77. C'est vrai qu'il aurait tout pour. Il a ce qui. Il a la classe anglaise. Ouais. Ce serait une parfaite extension à Roger Moore, avec une certaine violence dans le regard qu'a pas Roger Moore. J'aimerais beaucoup. Il a pas de gros. Il a Magneto. Mais je crois qu'il en a fait qu'un. Il le produit, il le joue. Il le produit et le joue, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il le réalise? Je ne sais pas. Non, il le réalise pas. Après, ça serait. Après, je ne sais pas si Fassbender, ce serait le genre d'acteur
à lancer une franchise Assassin's Creed ou quoi. Est-ce que c'est pas juste un coup de cœur qu'il a eu? C'est possible. Ouais, ça ferait peut-être beaucoup. Là, en plus. Par contre, il a X-Men. Oui, voilà, il a Oui, mais Magneto, c'est pas non plus le relais. Je pense qu'ils pourraient, s'ils le veulent vraiment, ils passeraient au-dessus. Ouais. Ouais, il passerait dessus. Ils passeraient au-dessus sans problème. Puis c'est un acteur qui jongle beaucoup entre le film d'auteur et le film de. Le film d'auteur et le film à grand budget, parce que X-Men d'un côté, puis il fait du François Ozon de l'autre, quoi. Ah ouais, là, tu peux pas faire plus grand écart. Au grand bonheur de François. Oui, là, je crois que c'est. Je crois que là, oui. Là, François Ozon est assez content, mais. Mais ouais, oui, Fassbender, oui. Ah oui. Très bon choix. Ouais. Avec Tom Hardy, ce serait deux très bons choix. C'est ta liste en fait? Ouais, c'était ma liste, ouais. Alors, je vais vous donner la mienne. Alors, moi, j'ai eu un gros bourrin qui aimerait voir Jason Statham. Jason Statham, oui, j'ai entendu parler de Jason Statham. Attends. Jason Statham, on a Clermont dit qu'il voulait faire un James Bond. Bon, il y aurait sans doute plus de baston que dans les précédents et on s'en foutrait de l'aspect psychologique. Là. Alors, Jason Statham, après, c'est vrai qu'on peut. C'est aussi l'occasion de faire un petit retour en arrière sur la carrière de Daniel Craig. Parce que Daniel Craig, il a fait de très bons films comme Munich, où il était en second couteau. Les Sentiers de la Gloire. Il a fait un très bon film qui s'appelle. Sentier de la Perdition. Oui, Sentier de la Perdition. Les Sentiers de la Perdition de Sam Mendes. Et là, on ressent le mec qui dit « Oh là là !» Tout à fait, Simon. Ah, j'ai du monde. Mais démasqué, Simon. Mais je sais que pour les Sentiers de la Gloire, il était prévu, Daniel Craig, Kubrick, mais oui, Kubrick. sous la forme d'un embryon, pas encore... Sous la forme d'une idée de conception noir et blanc. Dans le désir de l'œil de son père. Conception Daniel Craig, Layer Cake. Layer Cake, excellent. Ouais. Très bon film. Ouais, mais il a aussi fait La Boussole d'Or. Après. Et il a fait ce remake, mais pourri des invasions de profanateurs de sépulture. Oui. Qui s'appelle juste Invasion, parce que pourquoi se faire chier avec un bon titre, n'est-ce pas? Qui est juste abominable. Enfin, l'un des pires remakes que j'ai vu de films. Qui a été fait par le mec qui a fait Diana, donc bon, je veux dire, il y a une certaine logique, j'ai envie de te dire. Il a fait le premier Tomb Raider, mon ami. C'est vrai. Oui. Comme quoi passer. En fait, c'est incroyable. En fait, vous enlevez son personnage du film, le film est strictement le même. C'est incroyable. Oui, mais au moins tu avais déjà ce côté baraque, mec, tu vois. Oui. Bien, et tu te rends compte que être le sous-fifre de Lara Croft, ça mène à tout, puisque dans le deuxième, c'est Gerard Butler. Qui a failli être James Bond. Oui. Ouais, mais lui, non. Il avait été casté, il a fait un méchant d'ailleurs, non? Si ma mémoire est bonne. Non, il avait pas été. Alors, il fait une micro-apparition à un moment dans Demain ne meurt jamais, apparemment. Voilà. Il aurait commencé sa carrière comme ça, en se faisant tataner la gueule par James Bond. Il y a pire comme début. Je pense que on aime bien se tâter la gueule. Donc, tout ça pour dire, Jason Statham, là, ça par nous contre, fait rire en tant que cinéphile, mais bon, allez. C'est nos fantasmes de voir peut-être revenir un peu... Ouais, Jason Statham aussi, c'est toute la bande Expendables, c'est toute la bande Fast and Furious, c'est toute... Jason Statham, c'est aussi... Bon, après, je pense que le problème de Jason Statham, déjà, il est trop vieux. Il a bonne quarantaine d'années bien tassées, je crois qu'il a dépassé les 40. Et même il est très marqué. Et puis tu perds tous les bobos avec lui. Et tu perds tous les bobos. Ouais. Tu récupères tous les bourrins. Tu récupères les fans de Uwe Ball, parce qu'il a fait, un film de Uwe Ball. Tu récupères tous ces fans-là. Les jeunes, tu rajoutes ta cible, ça c'est sûr. Par contre, tous les bobos, tu les perds. Ouais. Et donc j'avais qui d'autre? Ryan Gosling. Ah ouais, on l'avait dit aussi, on avait parlé d'Ryan Gosling. Bon. Pourquoi pas Moi, perso, non. Non, je l'ai bien aimé dans Drive. Oui, mais après, quand t'as vu Drive, ça met tous ces films, quoi. Ouais, et puis dans Drive, c'est tellement, justement, pour le coup, un espèce de mec totalement évaporé qui ne parle quasiment pas, qui n'est jamais dans l'émotion, la surémotion, tu vois, tu te dis, il faut quand même le tenir, le James Bond, là, tu vois, tu passes quand même pas un cran au-dessus, mais c'est un autre univers, donc les gens qui se souviennent de Gosling, pour moi, que dans Drive, c'est mauvais signe, parce que c'est quand même pas là où sa performance d'acteur, ou tu vois... Pour moi, Gosling, c'est Drive. Après, il y avait Beyond, avec Bradley Cooper, voilà, qui est un très bon film.
Mais pour moi, c'était intéressant. Ah, il était intéressant, mais on retrouvait du Drive, on retrouvait le Ryan Gosling de Drive. Il y avait ce film affreux avec Sean Penn, là, Gangster Squad. Où, je sais pas trop à quoi il servait, je suis désolé. Et c'est en voyant des images d'une émission qui m'a révélé que Ryan Gosling, en fait, avait une voix de fausset. Ouais. Il parle, il a une voix de fausset quand il parle. Il y a une toute petite voix. Donc, si tu veux, pour draguer de la pépé dans James Bond, va falloir se lever tôt, mon ami. Surtout que quand on sait que les autres James Bond ont quand même une voix assez grave, peut-être pas Roger Moore, mais les autres, moi, c'est sûr. Donc Ryan Gosling, je le sens pas, parce que même quand il fait un peu le séducteur, c'est soit il doit tirer la gueule, soit on le voit dans le film avec Steve Carell. c'est un peu Stupid Love. Voilà, donc là, on tombe dans le comique. Bon après. Donc, mais je pense que Ryan Gosling, c'est un effet de mode, tout simplement. Il a eu une période il a fait des très bons films. Il a été appelé maintenant. Son film qu'il a réalisé, je crois qu'il n'est même pas passé en salle aux États-Unis. Je crois que c'était une espèce de VOD ou de téléfilm. Il va continuer à bosser, mais c'est pas un mec. Il va faire son petit film, mais je pense qu'à un moment donné, c'était un super. Et alors, un dernier nom assez surprenant parce que je l'ai retrouvé plusieurs fois, c'est Colin Firth. Qui a fait Kingsman, où on pouvait voir que ça pouvait être un héros d'action. Mais le problème, c'est que Kingsman étant plus ou moins une parodie de James Bond, enfin pas une parodie, mais un James Bond qui serait totalement décomplexé, tu vois. C'est un peu comme si tu mettais David Niven. C'est trop tard, t'as fait un espèce de décalque avec Kingsman, mais du coup, ça nous montrait au moins que Colin Firth, niveau en lord anglais, magnifique, tu vois. Le souci de Colin Firth, c'est qu'il a fait beaucoup de rôles tragiques. Ou tragicomiques, puisqu'il y a Bridget Jones, voilà. C'est un super acteur. C'est un super acteur. Après, comme on parlait de Tom Hardy, est-ce qu'il a besoin de faire une saga comme ça? Que non. Il a pris beaucoup déjà, de risques. ce serait le premier acteur oscarisé à faire James Bond. Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup verraient ça à la limite comme une régression, tu vois. Ce serait comme si tu demandais à Daniel Day-Lewis après 3 Oscars de jouer dans un Marvel, quoi. Ouais. Même si je doute pas qu'un jour on peut voir Daniel Day-Lewis. Tu sais, Day-Lewis ça fait 9, hein. Oui, voilà, non mais de toute façon, les Marvel, c'est bon, on te fait du jeunisme, mais on te prend un acteur reconnu, histoire de te montrer qu'on est des mecs intelligents, tu vois. On prend Anthony Hopkins et puis Robert Redford. Michael Douglas. Kenneth Branagh aux commandes du premier Thor. On a bien eu Michael Douglas en Hotman. Ouais. Le film qui raconte l'histoire d'un héros fourmi. Oui. Donc je veux dire, à partir de ce moment-là, Michael Douglas qui sortait de Ma vie avec Liberès. Ouais. Donc il sort d'un Soderbergh qu'il a bien relancé, qu'il a bien mis dedans. Bon, ça fait un petit moment. Et donc on le retrouve dans Hotman, dans le rôle d'un homme fourmi. Faut le vivre ça quand même. Hein. Ouais. Non, mais bon, oui, je pense que Colin Firth, c'est vraiment celui qui fait le plus anglais de tous, tu vois. Donc c'est pour ça que il a un côté. C'est pour ça que dans le côté James Bond, il pourrait nous plaire. Après, non, c'est clair qu'il n'a vraiment pas besoin de ça. Il a vraiment pas besoin de ça. C'est dingue parce qu'on dirait que limite que jouer James Bond, c'est un fardeau, tu vois. Le truc, t'as pas besoin de ça, non, mais vas-y, pense ça. C'est un peu le tremplin pour faire connaître les James Bond. C'est une connerie, c'est que maintenant pour nous, c'est quelque chose qui est. Bah oui, c'est une connerie, c'est la star, mais. C'est James Bond qui l'a révélé. Après, maintenant, il a fait Highlander, il a fait... Que serait Sean Connery sans James Bond aujourd'hui? Il n'aurait pas tourné pour Hitchcock, ça c'est clair et net. Enfin, il n'aurait pas la carrière qu'il a eue. Bien sûr, pas la carrière. Voilà. Comment il s'appelle? Roger Moore. On connaît ses séries, Le Singe. Je pense que Roger Moore aurait une carrière différente, mais il aurait une carrière. Dans la télévision, mais il aurait eu sa petite carrière. Tous ces gens ont une carrière, de toute façon. Quoi qu'on mais je pense que sauf Lazenby. Lazenby qui s'est fait... lui, il vient du mannequinat à la base, donc il visait pas du tout le cinéma. Enfin, il a visé quand il était postulé pour James Bond. Le cinéma l'intéressait pas. Par contre, on prend Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, on est encore à l'affût de ce qu'il fait après son James Bond. Oui. Mais c'est souvent des ersatz. Tu regardes même son dernier, là, November Man.
Il tire, il flingue, il y a Olga en plus qui, ça donc. qui a bien passé entre deux James Bond. Il a fait Thomas Crown, c'est ça l'affaire Thomas Crown? Qui est un très bon film d'ailleurs. C'est John McTiernan, s'il vous plaît, messieurs. Quand même, hein. Respect. Il a fait, mais c'est vrai qu'il a. Oui, on est à l'affût. Plus à lui depuis James Bond parce qu'on a envie de dire mais qu'est-ce qu'il est devenu Pierce Brosnan. Après il a fait nanar et il a pas fait un truc genre Percy Jackson ou un truc comme ça, un Disney. Je sais qu'il y a Sean Bean dans Percy Jackson. Je sais pas si c'est Pierce Brosnan. Moi j'aurais bien vu Sean Bean James Bond parce que moi t'es sûr qu'il ne creverait pas à la fin. Sean Bean, oui, parce que Sean Bean il va mourir. Sean Bean a été un méchant de James Bond. Alors moi c'est Sean Bean. Alors oui, mais du coup il y a eu des doublons dans la saga de James Bond. Ah oui. L'acteur mince. Un acteur qui joue un associé de Bond dans On ne vit que deux fois joue Blofeld 2 films après. Oui, exactement. Maud Adams qui joue Octopussy jouait une précédente James Bond girl dans. Exactement. Je ne sais plus lequel film avec Moore, il me semble, mais. Elle était petite James Bond girl passée en grande héroïne. Mais c'est possible de faire des doublons. Ouais, et Jordan Baker qui jouait le méchant de Tuer n'est pas joué et qui est passé du côté de la CIA avec les James Bond de Brosnan. C'est vrai. Donc, Edouard Baird qui joue numéro bis dans Astérix peut faire Astérix dans Astérix et Sa Majesté. J'aurais préféré que tu n'en parles jamais. Tu vois. Je tenais à le souligner, c'était mon attachement au cinéma français. Ah oui, Seigneur Dieu. On y revient toujours. Hein, on y revient toujours, mais oui, effectivement. À quand un James Bond français, je le demande. OSS 117, nous n'allons pas lancer de polémique, mais par contre, effectivement, oui, on peut en avoir. Mais OSS, tu crois pas si bien dire parce que c'était super sérieux à la base. Les vrais OSS, les livres de Bruce. Très sérieux, d'ailleurs, ils ont été faits en film, il y en a qu'un qui avait vraiment bien marché. Je sais qu'il y a un Bruce dedans. Ils avaient bien marché les premiers. Ouais, bien sûr. À la base, c'est très sérieux, ça existait avant les James Bond et les streaming. C'était une référence littéraire. Mais les Anglais ont les boules, puisqu'ils ont appris qu'ils n'avaient pas la primauté du roman d'espionnage et que OSS serait limite un peu avant, tu vois. C'est Jean Brousse, voilà. Jean Brousse. Et Dujardin, c'est vrai qu'il aurait pu faire. J'adore le travail qui a été fait, avec Casanavissus, mais c'est vrai qu'avant de voir le film, j'avais les boules parce que je m'étais dit putain, on a la possibilité d'avoir un héros et il faut que vous en fassiez un comique. Alors moi, c'est exactement pour faire une petite parenthèse, c'est exactement mon problème avec ce film. Je ne passe pas, je me dis. Enfin, on va réussir à faire le vrai héros, le retour du vrai film. Le comique m'a tout gâché. Je vais pas non plus cracher dessus, mais messieurs, vous savez pourquoi. On va retirer les fleurs, on va tirer la. Allez, montre-nous les coulisses. Mais non, c'est pas ça. C'est que le retour de OSS 117 au cinéma, très bonne idée. Mais en faire un film d'espionnage, bah non monsieur, on ne fait pas ça en France. En oubliant qu'on a eu Philippe de Broca qui nous a fait des films d'aventure magnifiques. On a un héritage du film noir et du film d'aventure des années 50-60. Mais aujourd'hui, monsieur, faites-moi du poète-poète. Et là, je vous le distribue. Ça s'en est sérieux. Mais du poète-poète couillu, monsieur. Parce que faire des blagues sur les Arabes dans le premier et sur les Juifs dans le deuxième, c'était couillu. Je suis un fan, contrairement à Lorenzo. Et en plus... Je veux bien comprendre que le comique t'a fait chier, et je comprends tout à fait, parce que je te dis, moi aussi, j'attendais à ce qu'on fasse un vrai film d'espionnage avec un espion français, mais le comique est quand même couillu, et surtout, il y a du cinéma dedans, tu vois. C'est quand même un objet cinématographique dans sa fabrication. Et ça ne prend pas le truc par-dessus la jambe. Et pour moi, si on peut faire au moins du cinéma populaire de cette trempe, ça me plaît. Même si j'aurais aimé... J'attends toujours un vrai film d'espionnage français. Je milite pour une vraie icône du cinéma d'espionnage français. C'est ce que j'attends. Ils ont tenté avec Mobius, le même genre du Jardin. Non, mais Mobius, il fait pas un film. Je sais même plus comment s'appelle Dujardin dans le film. En plus, il est même pas français, il est un peu à moitié russe. Le problème de Dujardin, c'est que Dujardin, et c'est pour ça que Mobius ne marche pas, c'est que maintenant, ça y est, il est connoté. C'est-à-dire qu'au début, il avait super bien attaqué avec Le Convoyeur. Et avec, comment il s'appelle cet autre film qui était génial, Contre-enquête Contre-enquête, voilà, je l'avais super bien attaqué, il avait bien montré, parce que Dujardin est un des meilleurs acteurs qu'on ait actuellement. Et c'est surtout un mec qui, je trouve ça important, qui a envie de faire des films tout à fait, français, ambitieux, tu vois, et c'est pour ça qu'il va pas faire
continuellement le tapin aux États-Unis, tu vois. Et c'est quand même assez louable parce que justement, quand c'est un mec en plus qui, je pense, a une certaine filmographie, quand on compare à Belmondo, je pense que lui, ça doit lui faire un truc, tu vois. Donc il se dit, faut que j'assure. Et évidemment, j'aime en plus que représente Belmondo dans l'imaginaire collectif. Donc quand tu as cette image d'un Bébel, tu as cette image, comme tu disais, des films de De Broquet, tout ça, bah écoute, l'idée c'est de continuer à aller dans cette lancée et pas te dire ah, en France je trouverai jamais ça, allez allons voir chez l'oncle Sam, lui il me payera bien plus cher et je ferai rien parce qu'en fait tu te rends compte que même une Cotillard on n'est pas non plus Cotillard est nettement meilleur quand tu as fait un film français qu'américain, c'est une évidence. Elle attendait sa nomination aux Oscars pour tous les films ricains qu'elle a dû faire à mon avis, sauf que c'est en revenant en Belgique chez les Dardennes que tu l'as eu. Alors écoute, tire-en des conséquences. Mais c'est la formation française qui est comme ça. La formation française ne permet pas de jouer. Alors bien sûr, on remercie dernièrement Jurassic World parce qu'il arrive à placer son merde et avoir un tout petit rôle. Mais dès qu'on commence à avoir un rôle important, et on l'a bien vu avec Marion Cotillard pour faire la petite parenthèse, quand elle fait Inception ou Batman, elle est avec Nolan, et on voit que ça colle pas. On voit qu'elle est même avant paumée. Public Enemies de. Oui. Ouais. Mais et quand elle nous fait de rouiller d'os, de Michael Mann. Et quand elle nous fait de rouiller d'os, les frères Dardenne ou La Môme, film français, elle gère, elle sait, c'est sa formation. Mais en fait, c'est tout bête, mais en Cotillard ne sait pas jouer en anglais. C'est une actrice brillante dans la langue française, brillante, mais en langue anglaise, elle n'est pas bonne. C'est un fait. D'ailleurs, il y en avait des actrices françaises qui arrivaient bien à se débrouiller. On a même eu Sophie Marceau qui s'est débrouillée en anglais. Bon, le monde ne suffit pas, voilà, il faut le vivre. Mais on a eu des actrices françaises qui ont réussi à s'en sortir. Non, mais la question, le problème, c'est que si tu refais un film vraiment avec un espion français, tu vois, bon, bah, il y a Dujardin et il y a qui d'autre? Dupontel. Non, trop. Moi, je le vois plus en méchant, lui, tu vois. Trop. Non, parce qu'ils vont prendre quelqu'un de plus jeune, donc trop âgé, trop marqué. Après, il y avait qui Thomas Sisley, ça passait pas, en Margot Winch. Eh bien oui, on a essayé avec Largo Winch, les Coco. Oui, ça a été un peu notre tentative. On a tenté, mais si tu veux... Trop grave. Là, le problème, c'est que... Et surtout, trop international pour moi, tu vois. Largo Winch, c'est un héros de BD qui, de base, vit aux États-Unis, tu vois. Donc le truc, le rapport un peu, on va dire... Avec la France, c'est pas... charnel à la France, il n'y était pas de base, tu vois. Et la moitié du film se passait en anglais à chaque fois, tu vois. On n'est pas dans les tribulations d'un Chinois en Chine de Bébel, tu vois, où là, même au Brésil, il parle français, tu vois, c'était ça. Ou dans l'Homme de Rio, même au Brésil, il parlait français, donc tu vois. Même ce qu'il y a dans James Bond, il y a très peu de sous-titres, finalement. Quoi qu'il y a dans un pays, même quand il y en a juste dans le Daniel Craig, quand les scènes qui se passent à Haïti, où t'entends parler français, t'entends Amalric parler français, mais basta, quoi. C'est juste un petit à la limite, on s'en fout du réalisme, tu vois, qui t'a à faire... Mais il faut que ça passe vite, faut que ça passe parce que si on met du sous-titrage, si on met d'autres langues à côté, dans un James Bond ça passe pas, il faut du rythme. C'est qui ne veut pas dire précipitation, mais il faut du rythme parce que voilà, il faut qu'il enquête parce qu'on essaie de savoir qui a fait quoi, on essaie de voir Daniel Craig qui va s'en sortir. Il y a tous ces codes à placer, donc si on commence en plus à mettre des langues différentes et des sous-titres, on perd le film tout simplement. Non mais c'est pas le genre, ça n'appartient pas au genre. Qu'on ne vienne pas dire qu'on n'a pas les moyens de faire ça et qu'on ne l'a jamais fait parce que c'est faux. Il y a toujours eu des films d'espionnage, il y a eu les films de Boisset avec Ventura, tu vois. Le problème c'est que c'est juste l'idée de réenclencher la machine, tu vois, la machine qui s'est stoppée net à un moment donné. On a arrêté de faire ce genre de film et certains abrutis ont prétendu qu'on n'en a jamais fait et que c'était spécifique au cinéma américain, ce qui est bidon. Mais il va falloir relancer la machine et c'est vrai que c'est des gros risques à prendre parce que ça représente... Parce que si jamais ça foire, alors là, je peux te dire que tous les mecs sont là avec le sniper en disant vous avez vu, on vous avait dit que ça pouvait pas marcher les mecs. Et pourtant, on a même réussi à faire des films de gangsters, le clan des Siciliens, qui était avant le parrain. Mais personne ne sait que l'Homme de Rio, chers amis, est sorti avant Indiana Jones. Oui. Dingue. Oui. Et quand on voit une scène de l'Homme de Rio, on se dit Spielberg, je sais où tu as pompé le début de l'Arche perdue. Ouais. Voilà. C'est voilà, non, mais ça fait mal quand on pense à ça. Mais après, c'est vrai qu'il y aurait des choix à faire, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un vrai réal, tu vois, pas
pas un faisant qui aurait senti l'opportunité. T'es comme quand les mecs se retrouvent aux commandes des Brigades du Tigre, aux commandes de Belphégor, tu vois, parce qu'ils se disent il y a un créneau. Non, il faut des mecs qui ont une connaissance de ça, qui sont surtout de vrais cinéastes, tu vois. Et malheureusement, en France, on n'en a pas 100 000 en ce moment. Les cinéastes qui font une bonne direction d'acteur, parce que les acteurs, t'as l'impression qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Parce que soit ça tire tout le temps la gueule, soit c'est. Ah ouais, non, James Bond, il passerait 3/4 de son temps chez le psy, je suis sûr. Oui, c'est. Parce que Daniel Craig, ou même comment il s'appelle, Pierce Brosnan ou autre, quand James Bond, voilà, il est, en comparé avec Thomas Sisley, Daniel Craig, ok, il s'en prend plein la gueule, il a perdu 3 gonzesses en même pas 2 heures. Il arrive quand même à avoir de l'humour, il arrive quand même à avoir. Si un peu. Enfin. Thomas Sisley, quand tu regardes Largo Winch, il tire la gueule du début jusqu'à la fin. Largo Winch, il est dépressif quand même, quoi. Alors que, ok, il est toujours en train de chercher sa part sombre, il est vendu comme ça le film. Mais non, on veut un mec qui séduit. Si tu séduis une gonzesse en tirant tout le temps la gueule, à un moment donné, la gonzesse va dire bon, je suis mais t'es bien gentil, mais je me fais un peu chier avec toi. C'est clairement ça qui manque. Ah ouais, c'est pas évident de vouloir insuffler quelque chose de nouveau, quoi, que les gens n'ont pas l'habitude. Et Bébel l'avait. Bébel avait ce. C'est pour ça que je pense à Dujardin où il peut être très grave. Et d'un coup, allez, je fais la fête, tout va bien. Ouais, c'est sûr. Non, mais Dujardin, c'est un joyau, hein, faut dire ce qu'il y a. Tout à fait. Ouais. Et même Alain Delon a arrivé à faire ça. Pourtant, il l'a fait avec les Borsalino, tous ces films où il y avait le mot flic dedans, là, c'était. Il n'y avait pas un flic qui dort. Ouais. Il a fait dans le clan des Siciliens, il était très bien, très séducteur dans le clan des Siciliens. Quand tu vois juste l'affiche Delon, Gabin, Ventura, oui, voilà. Déjà. Enfin, ça devrait faire taire tout un tas de gens, tu vois, que les mecs me disent qu'on peut pas faire ce genre de film en France. Non, on l'a fait, et même très bien. Très bien. Très bien. Même Mélodie en sous-sol était un chef-d'œuvre. Moins dans le genre, c'est pas beaucoup mon préféré dans le genre du gangster. Du polar, ouais. Du polar, mais ça reste quand même un très bon film avec sa confrontation entre Gabin et Delon, où Delon joue un vrai petit con. Et c'est dur à se dire que Delon est capable de jouer un vrai petit con. Et il accepte de jouer les petits cons en plus. Parce qu'il a. Et Gabin qui joue les grands paternalistes. Mais je pense que Delon avait quand même beaucoup de respect pour Gabin et surtout pour Verneuil et toute cette bande-là. Moi, je me demande si un Olivier Marchal pourrait pas s'occuper de ça un peu, tu vois. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, Olivier Marchal ? Apparemment, il a un peu les boules en France et il a poussé son petit coup de gueule et il s'est dit le prochain projet a tellement du mal à se faire, je me demande si je vais pas aller aux États-Unis. Bravo, mais ce serait un grand dommage parce que c'est comme le mec qui a fait 36 Non, ou Cavaillé. Attends, Cavaillé. Faut pas qu'il écrive le scénar par contre. Faut vraiment que tu aies un mec qui s'occupe, tu vois, qui se charge de créer une nouvelle iconographie. Mais Cavaillé, on s'en fout. Moi, je lui file toute la thune qu'il veut à Cavaillé. Il a plus rien à prouver. Enfin, ces 3 films, tu te rends compte que le niveau action, il gère, quoi. Ouais. On n'a pas parlé des méchants dans l'ère de Craig. Ça, c'est intéressant parce que. Ce qu'on disait avec Thomas, c'est. Vite fait. Ça, on peut même dire que le problème du méchant chez Daniel Craig, ils sont un peu délaissés au profit de la noirceur, de psychologie de James Bond. On a eu 3 méchants. Ces 3 méchants, le seul qui était charismatique, c'est Mikkelsen. C'est Mikkelsen, et qui ça se termine un peu en queue de poisson. Amalric n'a aucun charisme, mais c'est voulu. Mais ils l'ont pas exploité, c'est ce qui m'embête avec Amalric, c'est qu'ils avaient le méchant pas charismatique, mais ils l'ont pas utilisé comme tel. C'est ce qui m'embête. Et le dernier, Javier Bardem, qui apparaît au bout d'1 heure et qui. Mais ce qui est drôle dans la figure du méchant chez James Bond, on va bifurquer un petit peu, mais c'est intéressant. C'est que dans les romans et dans les premiers Bond avec Sean Connery, le monstre est un méchant. Ça veut dire que Dr. No a des mains en métal, il a des fausses mains, il a des mains en acier. Quel Sean Connery se moque. Les Russes sont montrés comme des monstres humains de par la réalisation de Terence Young, parce que celle qui représente la générale russe, elle est petite, trapue, moche, elle a une voix de sorcière, elle a été dirigée comme ça. Goldfinger, c'est Oddjob qui est un asiatique qui est capable de lancer son chapeau comme on lancerait un rayon laser.
Thunderbolt, c'est Largo qui est bande, qui a un bandeau. Alors, Blofeld, on ne dit que 2 fois. Alors, au niveau du monstre, on fait pas mieux. Il est chauve, il a une cicatrice qui lui parcourt l'œil, qui entoure l'œil, qui repart bifurqué sur de la Byzance. Au Seigneur de Sa Majesté, c'est ses oreilles. Je sais qu'il y a un truc avec ses oreilles. Je sais pas s'il manque les lobes. Oui, il me semble qu'il manque les lobes au Seigneur de Sa Majesté. Et le Scaramanga, mais c'est dans le bouquin, il a 3 tétons. C'est des images qui te marquent, voilà, tu vois, ça comme requin. Voilà. Requin, c'est les dents. Est-ce que tu te souviendras pas pendant toute ta vie d'un grand géant avec la mâchoire d'acier plutôt que Javier Bardem qui a juste pour spécificité sa blondeur, ok. Bon, ça fait pas non plus. D'ailleurs, les personnes à qui je parlais, certaines personnes ne savaient pas trop me donner un avis, ne pouvaient pas trop me donner un avis, mais me disaient. Moi, je m'en suis arrêté. La seule image que j'ai, c'est requin. Mais oui, requin, c'est le dernier méchant monstre d'ailleurs. Oui, c'est parce qu'après, on arrive aux méchants un peu lambda, joués par Eric Jourdan ou par Michael Lonsdale, où ce sont des très bons acteurs, mais les personnages, ce sont des méchants, entre guillemets, normaux. Ce sont des investisseurs qui utilisent leur fortune personnelle pour mener un projet à bien, donc détruire le monde. Parce que même dans GoldenEye, Sean Bean est un ancien espion qui utilise ses fonds personnels pour pirater le GoldenEye et faire un braquage. Mais c'est moi, à la limite, on peut me rétorquer que dans les bondes de Craig, on revient au monstre avec le chiffre qui pleure des larmes de sang, mais c'est exploité genre 2 minutes. C'est microscopique. C'est microscopique et je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas exploité parce que je trouve que c'est une idée brillante. Dans Quantum, il n'y a pas, mais dans Skyfall, vous avez quand Javier Bardem enlève son dentier, du coup se déformer, mais ça dure 30 secondes. Ça dure 30 secondes. C'est juste pour l'anecdote, regardez, c'est pas bon. Et c'est dommage parce que pour moi, c'était tout le personnage qui est dans cette scène-là. D'ailleurs, c'est la meilleure scène de Javier Bardem dans le film, c'est quand il enlève son dentier, on voit son visage. Soit tellement gêné qu'il reste comme ça jusqu'à la fin du film, mais malheureusement, c'est pas le cas. À voir, est-ce que Spectre va le faire avec Christopher Waltz. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais qui est un excellent choix. J'adore. Bien sûr, mais c'est toujours pareil. Globalement, il n'y a pas de foirade sur les castings, c'est pour ça, tu vois. Il est assez doux. Pardon. On va couper ça, évidemment, je veux bosser, monsieur. On verra, bon, c'est vrai que là, c'est pas... Non, mais tu vois, globalement, c'est... Pour ça, est-ce que Craig est le meilleur ? Pour moi, la question, c'est déjà, est-ce que quand je vois Craig jouer, j'y crois ? Oui, j'y crois à fond. Bien sûr, c'est un putain d'acteur, il n'y a jamais de fausses notes dans son jeu, tout ça, machin. Le problème, c'est ce qu'ils en font des mecs, tu vois. Et tu peux prendre Christopher Waltz, qui est l'un des plus brillants acteurs, là, pour le coup, merci Quentin. Mais s'ils en font de son personnage un espèce de faux méchant, tu vois, qui va passer plus son temps à jacter qu'à agir, tu ne le retiendras jamais, malheureusement. Beaucoup de gens le craignent, ça, d'ailleurs, de Christopher Waltz, qu'on refait un méchant avec qu'on fasse un Hans Landa. Beaucoup le craignent, ça. Beaucoup ont peur de ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à Sam Mendes ? Pourquoi pas ? C'est pas un mauvais réalisateur. Il a réussi à... Il sait faire des contre-emplois. On l'a déjà vu avec American Beauty pour Kevin Spacey. On l'a vu avec Javier Bardem. Il peut donner un bon contre-emploi, bien joué, bien dirigé, Christopher Waltz. Ou alors se dire... être emmerdé par les studios qui vont dire non, tu refais, je veux du Hans Landa. Et puis il y a Bautista. Oui, Batista. Batista. Donc, oui, est-ce que Spectre va relancer avec un personnage comme Batista ou avec Christopher Waltz on va repasser, ça y est, au James Bond qu'on connaissait avant. Est-ce qu'on va rester dans James Bond de Craig ? Parce qu'il faut savoir aussi, est-ce que Daniel Craig est le pire ou le meilleur James Bond ? Au-delà de là, il y a l'acteur, mais aussi toute l'infrastructure derrière. Quand on parle, il y a des femmes, on a parlé des femmes, on a parlé des méchants. Les gadgets. Quasiment plus. Les gadgets, quasiment plus. Alors, il y a le retour de Q. Est-ce que c'est pas marqué, attention les gars, vous inquiétez pas, les gadgets reviennent ? Ou est-ce que c'est juste un clin d'œil, un espèce de caméo, regardez, il y a Q, et puis voilà, on n'en parle plus. Parce que c'est difficile, les gadgets. Il faut en parler un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut encore faire des gadgets ? Ah bah oui, et même encore plus sophistiqué. Après, il y a gadgets et gadgets. Concrètement, si on va du temps de Sean Connery, c'est des gadgets armes. C'est la mallette qui explose quand tu l'ouvres mal. C'est une putain d'arme. Concrètement, c'est une idée brillante.
Après, il y a le stylo dans GoldenEye. Il y a le stylo, bon, celle-là. Ouais. Ou moi, l'anecdote que j'adore, c'est dans Thunderbolt, c'est l'appareil pour respirer sous l'eau qui forcément n'existait pas et n'existe toujours pas. Et à l'époque, il y avait des personnes haut placées dans l'armée qui avaient appelé la production en disant on appelle pour des personnes importantes, voilà, on aimerait savoir où vous êtes procuré cet engin pour respirer. Et c'est des petites secrétaires qui étaient chargées de leur dire bah non, ça n'existe pas. Oui, mais ils respirent sous l'eau. Oui, mais en fait, c'est des acteurs. Et... dingue. C'est dingue, mais ça fait beaucoup de bruit. Tant qu'il n'y a pas de militaire qui viennent voir pour la voiture invisible, c'est ouais, bon. Ouais. Voilà, mais et du temps de Roger Moore, bon, ça a été très. Ils ont tué parce que t'as 10 minutes de gadget et après tu es sûr que dans l'heure qui va suivre, tu vas avoir une extension. Enfin, tu vas avoir. Ça va être une vitrine. Oui, jouer qu'avec ça. Ils vont jouer qu'avec ça. Sachant que tu sais toujours que le gadget que Q présente aura forcément son utilité à un moment donné et au moment où James Bond est évidemment dans la pire des merdes. Parce que. Mais c'est dingue, si tu dis. Si ce gadget-là avait été utilisé dans un autre film, il n'aurait servi à rien. Tout à fait. Tandis que là, Q a une espèce de préscience. À chaque fois, il se dit tiens, je sens que tu vas être dans la merde de telle façon. Et heureusement pour toi, j'ai le gadget qu'il te faut. C'est pour ça que je parlais du stylo de GoldenEye, c'est flagrant. Ouais. Le stylo, on le voit qu'une fois. J'aimerais juste savoir comment il arrive dans les mains de cette espèce d'empaffé à chemise hawaïenne. Ah, Boris Grachenko. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que je n'ai jamais compris, moi. Comment il peut arriver dans les mains du mec? Deus Ex Machina, mon ami. Tu fais la forme d'un stylo explosif, mon ami. Bah voilà, ça répond. Si, tout est rien. Voilà. C'est vrai que là, c'est le cinéma, là, on peut dire. C'est le cinéma hollywoodien. Écoute, on a des cinémas où tout le monde tire la gueule et on minimise au minimum. Et puis t'as le cinéma où il y a des mecs qui sautent d'une montagne avec une moto pour attraper un hélicoptère. Et ça ne choque personne. On a toujours un Tom Cruise qui nous fait des cascades dans des avions, qui nous fait l'escalade. Tant qu'il escalade plus la montagne à main nue à la John Woo, ça me va. Il nous a fait le coup avec Protocol Phantom. J'ai pas vu. Il nous l'a fait. Il fait quoi dans Protocol Phantom? Ouais, tous ceux qui ont le vertige, à mon avis. Oh non. Ah oui. Ils le sentent encore, celui-là. Ah oui. Là, ça marche plus. Et il le fait. Non, celle-ci, elle marche vraiment bien, parce que là, pour le coup, on est au-delà, là. Ouais. Là, on touche au sublime. Et on a toujours là-dessus. Et puis surtout, il y a un truc qui était très marrant dans Protocol Phantom, pour la petite anecdote, c'est surtout quand il revient rejoindre ses amis, là où le mec il fait un saut magnifique, là où tu t'attends à ce qu'il s'en sorte sans problème. C'est vrai. Boum, il prend la fenêtre et le mec il s'assomme, il a deux doigts de se péter la gueule en bas de l'immeuble. Et je trouvais cette scène géniale. T'es assez inattendu après. Ouais. On s'attend pas à ça. Et petite dernière question avant de terminer. Pensez-vous qu'il serait possible un jour, et pourquoi, de voir Vous savez que Ian Fleming a toute une armée de disciples, maintenant, que beaucoup de gens auraient écrit de James Bond, et que depuis... mais qu'aucun d'entre eux a été adapté. Pensez-vous qu'un jour c'est possible de voir un des disciples d'Ian Fleming adapté, ou non, là c'est vraiment bloqué, c'est soit du Ian Fleming, soit la pure création? Je pense que de toute façon Hollywood est tellement en manque d'idées qu'à un moment donné, s'ils commencent à prendre trop de temps vu le pognon que ça coûte, ils vont aller chercher ailleurs. Il me semble que ça avait été évoqué l'idée d'un roman qui était sorti et ça avait pas mal travaillé les esprits des producteurs, mais écoute, pourquoi pas, ils ont des idées partout, pourquoi pas. Moi je préfère une idée prise d'un disciple de Ian Fleming bien construit qui est vraiment en hommage avec la personne qui l'idolâtre plutôt qu'une mauvaise création. Tu vois? Bien sûr. Tout à fait. Ça, personne ne te dira le contraire. Ça. Oui,